Comment est-il possible que l'un des monarques les plus significatifs de l'histoire espagnole demeure si peu connu, alors que le roi Arthur, personnage mythique, continue d'exister à travers la littérature et le cinéma? Léovigilde, ce véritable combattant qui a uni l'Hispanie par la force et la politique, est tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, son récit est remis au goût du jour. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment un homme a défié des empires, écrasé des rébellions et établi le premier État péninsulaire après Rome. Restez jusqu'à la fin, car comprendre Léovigilde ne se limite pas à connaître un roi, c'est saisir l'origine de l'Espagne médiévale. Comment se fait-il qu'un des monarques les plus significatifs de l'histoire espagnole reste presque méconnu du grand public, alors que le roi Arthur, personnage sans doute mythique, tient une place éminente dans l'imaginaire collectif européen? Léovigilde, un roi bien réel dont les actions ont durablement changé le sort de la péninsule ibérique, est rarement évoqué en dehors des milieux universitaires. Durant le haut Moyen-Âge, alors que l'Europe vivait une de ses phases les plus obscures et désordonnées, un dirigeant hors du commun émergea en Hispanie. Grâce à sa force militaire et à sa clairvoyance politique, il parvint à accomplir ce que de nombreux observateurs jugeaient irréalisable, la réunification territoriale de l'ancienne province romaine d'Hispanie sous une seule autorité. De bataille en bataille, de décret en décret, Léovigilde posa les bases de ce qui allait devenir le puissant royaume wisigoth de Tolède, le premier État unifié de la péninsule suite à la chute de l'Empire romain. Son récit n'est pas une légende comme celui d'Arthur et de son Excalibur, mais des événements attestés par des chroniqueurs de son époque. Cependant, alors qu'Arthur a été gravé dans une multitude d'œuvres artistiques, littéraires et cinématographiques, Léovigilde attend toujours la reconnaissance qui lui est due. Il se peut que l'histoire soit rédigée par les vainqueurs. Notre personnage principal, qui était arien dans un royaume qui, peu de temps après sa mort, se tournerait officiellement vers le catholicisme, a vu son héritage obscurci par celui de son fils Récarède, ou même par son fils aîné rebelle Herménégilde, qui serait canonisé des siècles après. Flavius Léovigildus, tel était son nom complet, a vraisemblablement vu le jour aux alentours de l'an 536, à une période déterminante pour sa communauté. Autrefois forts, les Wisigoths avaient quasiment perdu tous leurs biens en Gaule face aux Francs et cherchaient refuge dans la péninsule ibérique où leur domination était davantage symbolique que réelle. On n'aurait pas pu prévoir que cet enfant, venu au monde en période si chaotique, allait devenir le souverain qui unirait la péninsule, établissant les fondements d'une structure politique qui subsisterait pendant plus de 150 ans. Voici l'histoire d'un roi combattant, d'un brillant tacticien politique et d'un législateur aux grandes perspectives. Il s'agit de l'histoire de Léovigilde, l'épée qui a façonné l'Hispanie wisigothique, un personnage qui mérite d'être tiré de l'oubli et d'occuper le rang qui lui est dû dans les annales de l'Espagne. Joignez-vous à nous pour ce périple historique, à la découverte de l'homme qui a métamorphosé un royaume éclaté en une force méditerranéenne et dont le legs marquerait profondément la structure ultérieure de la péninsule ibérique. Pour saisir l'étendue de l'œuvre de Léovigilde, il nous faut d'abord faire un pas en arrière et observer le contexte qui l'a précédé. L'immense empire romain d'Occident, qui a régné sur la péninsule ibérique pendant des siècles, subissait une lente désintégration depuis le IIIe siècle, confronté à des crises internes et à l'intensification de la pression exercée par les tribus germaniques sur ses limites. En l'année 409, Suèves, Vandales et Alains franchirent les Pyrénées pour envahir l'Hispanie, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la péninsule ibérique. Depuis 418, les Wisigoths, qui étaient des fédérés de l'Empire, ont fondé le royaume de Toulouse dans le sud de la Gaule, sa capitale étant dans l'actuelle ville de Toulouse. Sous ordre impérial, ils ont pris part à la lutte en Hispanie contre les divers peuples germaniques, notamment les Suèves, qu'ils ont défaits de manière décisive lors de la bataille du fleuve Orbigo en 456. Toutefois,
ils n'établirent pas une occupation permanente de la péninsule, préférant se concentrer sur le renforcement de leur royaume gaulois qui allait de la Loire à Gibraltar et englobait des portions importantes du nord-est hispanique. L'année 507 marqua un tournant crucial lorsque les Francs, sous le commandement de Clovis, infligèrent une défaite majeure aux Wisigoths lors de la bataille déterminante de Vouillé. Le royaume de Toulouse s'est effondré suite à la mort au combat du roi Alaric II. Les Wisigoths ont quasiment perdu l'ensemble de leurs territoires en Gaule, ne conservant que la Septimanie, l'actuel Languedoc-Roussillon, grâce à l'appui de leur puissant allié Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths en Italie. C'est dans ce contexte que, contraints par la situation, les Wisigoths transférèrent le cœur de leur royaume en Hispanie. Au cours des décennies subséquentes, les Wisigoths ont fait des efforts pour se relever de cette calamité. Initialement, ils ont implanté leur capitale à Barcelone avant de la transférer plus tard à Tolède. Cependant, leur emprise réelle sur la péninsule était très restreinte. Dans le nord-ouest, le royaume suève préservait son autonomie en Galaétia. Au sud, de nombreuses cités bétiques s'administrent de façon indépendante. Sur la côte méditerranéenne, l'empereur Justinien avait réclamé une zone considérable pour l'Empire byzantin, établissant ainsi la province de Spania. Et dans les régions montagneuses du nord et du centre, divers groupes autochtones et seigneurs hispano-romains préservaient leur autonomie de facto. En fin de compte, c'était une Hispanie morcelée, très éloignée de l'unité provinciale romaine, où le pouvoir wisigoth ne s'étendait qu'à quelques centres urbains et leurs périphéries. Les monarques qui ont précédé Léovigild n'ont pas réussi à changer cette situation, entravés par des conflits internes incessants et des intrigues de la noblesse. On aurait pu penser que le royaume wisigoth était destiné à rester une entité politique secondaire, coincée entre les Francs au nord, les Byzantins au sud et divers potentats locaux qui refusaient de lui reconnaître toute autorité. Léovigild est né et a grandi dans une période marquée par une crise sans précédent, un véritable âge sombre, que les historiens actuels désignent comme l'une des périodes les plus ardues pour vivre dans toute l'histoire humaine. Aux alentours de l'an 536, date qui est probablement celle de sa naissance, l'Europe a connu un événement désastreux qui allait modifier le déroulement de l'histoire. Une succession d'éruptions volcaniques d'envergure, au moins 3 selon les archives géologiques, ont plongé le ciel dans l'obscurité pendant une durée allant de 12 à 18 mois. Ce qu'on appelle l'événement de 536 a causé ce que les chroniqueurs de cette période ont décrit comme une année sans soleil. Selon l'historien byzantin Procope de Césarée, le soleil a émis une lumière dépourvue d'éclat, à l'instar de la lune, durant toute l'année. Occasionnera un épais brouillard volcanique qui diminuera considérablement là. Les cercles de croissance des arbres indiquent que c'était le commencement de la décennie la plus froide des 2 derniers millénaires. Les effets furent désastreux. Les moissons échouèrent à travers toute l'étendue du continent, entraînant des famines omniprésentes et affaiblissant des communautés entières. Comme si cette catastrophe climatique n'était pas déjà suffisante, quelques années plus tard, entre 541 et 544, la première pandémie de peste bubonique enregistrée dans l'histoire européenne, connue sous le nom de peste de Justinien, est survenue. Cette pandémie, qui se propagea de l'Égypte jusqu'aux îles britanniques, réduisit considérablement la population méditerranéenne, avec certaines évaluations indiquant qu'elle a causé la mort de 25 à 50 millions d'individus, soit près de la moitié des habitants du monde connus à l'époque. Michael McCormick, spécialiste du Moyen-Âge, ne surévaluait pas la situation quand il déclarait que ces années furent les plus difficiles pour être en vie. Dans cette situation de crise écologique, économique et sanitaire, les institutions politiques issues de l'époque romaine s'écroulaient rapidement. Les systèmes fiscaux se sont effondrés, les cités ont rétréci, le commerce de longue durée a quasiment disparu et la culture écrite a été confinée à quelques établissements monastiques. L'autorité effective se divisait en une multitude de pouvoirs locaux qui peinaient à assurer même les plus élémentaires mesures de sécurité à leurs citoyens.
L'Europe de l'Ouest s'engageait dans une phase de transformation radicale où les structures impériales traditionnelles étaient progressivement remplacées par des entités politiques souvent plus petites et fréquemment en conflit les unes avec les autres. Pour les Wisigoths, ces conditions ont détérioré davantage leur situation déjà vulnérable. Battus par les Francs, perdant une grande portion de leurs terres, dotés d'une monarchie élective et instable qui favorisait des conflits incessants pour la domination entre les différentes familles nobles, ils paraissaient voués à ne constituer qu'une simple annotation dans l'histoire de la péninsule ibérique. L'avenir du royaume wisigoth était extrêmement incertain en raison de la menace constante que représentaient les Francs venant du nord, les Byzantins provenant du sud, ainsi que les rébellions internes. C'est dans ce monde tumultueux, précaire et périlleux que se construisit la personnalité de Léovigilde. Les informations à notre disposition ne nous éclairent pas sur sa jeunesse ou son éducation. Néanmoins, il est raisonnable de déduire qu'en tant que membre de l'élite wisigothique, il a suivi une formation militaire et a certainement pris part à des campagnes militaires dès son plus jeune âge. Il est possible que son père ait été le général Ostrogoth Liuvirit, ce qui pourrait expliquer sa collaboration ultérieure avec son frère Liuva. Il est indéniable qu'à son accession au pouvoir, il avait cultivé les aptitudes requises pour s'épanouir et survivre en ces temps difficiles. Bravoure guerrière, habileté politique, résilience sans relâche et une perspective stratégique capable de façonner de manière radicale le sort de son peuple et de la péninsule ibérique. Que se produit-il lorsqu'un royaume est laissé sans gouvernail au cœur d'une tempête? La mort du roi Athanagild en 567 a conduit à une grave crise politique au sein du royaume wisigoth. Visualisez un territoire étendu et éparpillé, où des seigneurs locaux et des nobles ambitieux surveillaient tel un vautour l'absence de dirigeants, pesant leurs chances pour renforcer leur pouvoir individuel. Durant 5 longs mois, un manque de leadership sans précédent immobilisa les institutions du royaume. Le trône, qui représentait l'unité wisigothique, restait inoccupé pendant que les groupes de nobles s'opposaient dans les corridors du palais et dans les camps militaires. La situation était tellement fragile qu'un acte impulsif aurait pu provoquer une guerre civile, fragmentant davantage un royaume déjà sur le déclin. À Narbonne, la cité principale de la Septimanie, dernier refuge wisigoth en Gaule suite à la défaite face aux Francs, les nobles parvinrent finalement à un accord que nul groupe n'aurait préféré comme premier choix, mais qui était acceptable pour tous: l'ascension de Liuva Ier au trône. Cet aristocrate, plus considéré pour sa prudence que redouté pour sa violence, constituait une alternative provisoire qui empêchait un déversement de sang instantané. L'élection de Liuva mettait en lumière la vulnérabilité du système politique wisigoth. Contrairement à d'autres royaumes germaniques ayant opté pour des systèmes héréditaires plus constants, les Wisigoths perpétuaient un système électif parmi l'aristocratie, engendrant ainsi des tensions fréquentes. Chaque passage de pouvoir représentait une période de vulnérabilité que les adversaires étrangers, tels que les Francs et les Byzantins, surveillaient avec convoitise, dans l'attente d'une occasion propice pour frapper. Entre-temps, à Tolède, qui était le centre névralgique du royaume dans la péninsule, les aristocrates locaux regardaient d'un œil suspicieux l'élection d'un roi dans la distante Narbonne. L'éloignement n'était pas uniquement spatial, il était également politique. Les intérêts de la Septimanie l'emporteraient-ils sur ceux de l'Hispanie? Cette friction entre le centre et la périphérie jouerait un rôle crucial dans les événements à venir. La menace franquette n'était pas une chimère lointaine, mais une réalité tangible. Les royaumes mérovingiens, bien que divisés entre les descendants de Clovis, demeuraient redoutables et mettaient sans cesse à l'épreuve la frontière septentrionale du territoire wisigoth. Liuva Ier, réalisant qu'il ne pouvait assurer la défense de ces deux fronts déchirés simultanément, prit une décision historique qui allait modifier l'histoire de la péninsule: le partage du pouvoir.
Dans une démarche qui étonna aussi bien ses alliés que ses adversaires, Liuva invita son frère cadet Léovigilde et lui proposa de coiffer la couronne. Ce n'était pas une simple co-régence symbolique, mais un véritable partage de pouvoir territorial. Liuva resterait à Narbonne pour surveiller la frontière franque, pendant qu'il déléguerait à son frère la gouvernance de Tolède, englobant des territoires hispaniques bien plus vastes et également plus complexes. Qui était donc ce Léovigilde, qui a été subitement promu à la condition royale? Les commentateurs nous dépeignent un homme d'âge mûr, veuf et père de 2 jeunes enfants, Herménégilde et Récarède. Contrairement à son frère, célèbre pour son caractère accommodant, Léovigilde avait construit sa renommée sur le front de guerre. Les soldats murmuraient à voix basse de sa détermination inébranlable, de la façon dont ses yeux gris semblaient anticiper chaque geste de l'adversaire, de la manière dont son épée semblait constamment tracer le chemin vers la victoire. La différence entre les 2 frères ne pouvait être plus prononcée. Liuva, l'homme de diplomatie, favorisait la résolution des conflits à travers des pactes et des pourparlers. Pour Léovigilde, le combattant, l'acier trempé, représentait le meilleur instrument pour réaliser l'unification. Cette complémentarité se révélerait salvatrice. Pendant que l'un préservait la paix au nord, l'autre planifiait la reprise au sud. Lorsque Léovigilde est arrivé à Tolède en 568, il a découvert une cité qui ne gardait que des traces de sa précédente grandeur romaine. Les aqueducs opéraient de manière sporadique. Les forums étaient en partie délaissés et les murs portaient les traces de luttes antérieures. Toutefois, ce qu'il voyait n'était pas des décombres, mais des potentialités. Sur cette colline, enlacée par le fleuve Tage, un nouveau royaume pourrait voir le jour si l'on dispose de la vision et de la ténacité requises. Quand Léovigilde, déjà établi à Tolède, se vit proposer un mariage avec Goswint, la veuve du roi Athanagilde, une proposition qu'il ne pouvait décliner a radicalement modifié l'échiquier politique du royaume wisigoth. Pour saisir l'importance de cette alliance, il nous faut comprendre qui était cette femme remarquable qui a défié les normes de son époque. Goswint n'était pas seulement une reine en deuil, elle représentait l'apogée d'un réseau d'influence qui dépassait les limites wisigothiques. Mère de Brunhaut, qui occupait le trône d'Austrasie, et de Galswint, qui fut momentanément reine de Neustrie, ses liens avec les royaumes francs lui conféraient une influence diplomatique sans pareille. Cependant, son véritable pouvoir était basé sur le contrôle du trésor royal, ce regroupement de richesses qui définissait la capacité d'un roi à entretenir une armée fidèle et à récompenser ses partisans. Le mariage, qui a eu lieu en 569, a fait passer Léovigilde de co-régent à un souverain doté d'une légitimité dynastique et surtout des moyens nécessaires pour réaliser ses ambitions. Les nobles qui le scrutaient auparavant avec suspicion se pliaient désormais respectueusement devant le mari de Goswint. Les pièces de monnaie émises avec les 2 effigies circulaient comme une représentation concrète de cette union de pouvoir. Pour Léovigilde, qui avait perdu sa femme et était père de 2 adolescents, cette union ne se limitait pas à offrir des bénéfices politiques. Elle posait aussi des enjeux au sein du cercle familial. Herménégilde et Récarède, habitués à vivre sans leur père pendant les expéditions militaires, ont dû se familiariser avec l'influence d'une belle-mère forte et pleine d'ambition. Pour Goswint, ces jeunes représentaient non seulement des gendres potentiels, mais aussi des pièces potentielles dans le vaste échiquier des alliances de mariage avec d'autres royaumes. Les mariages royaux de cette période ne se limitaient pas à de simples célébrations. Ils constituaient des actes politiques scellant des accords entre royaumes. Les Wisigoths avaient maîtrisé l'art d'utiliser ces alliances de sang comme instruments diplomatiques, notamment avec les royaumes francs qui restaient une menace constante à leur frontière nord. Dans ce cadre, les femmes de la monarchie avaient un rôle déterminant en tant que représentantes permanentes dans des cours à l'étranger, vectrices de culture et d'information, et influence possible sur leurs conjoints et progéniture.
C'est Goswint elle-même qui avait mis en place plusieurs de ces unions stratégiques, créant un réseau familial qui fonctionnait comme une première ligne de défense diplomatique pour le royaume wisigoth. Comment peut-on reconstruire un royaume disparu, plus présent dans les manuscrits que sur le terrain? Lorsque Léovigilde a pris le contrôle du palais royal à Tolède en 569, la carte présentée par ses conseillers représentait davantage une construction politique qu'une réalité géographique. Le royaume wisigoth, qui prétendait hériter d'une grande partie de l'Hispanie romaine, était en réalité une mosaïque éclatée, où l'autorité du roi ne s'étendait guère au-delà de quelques cités. Dans le sud, la province prospère de Bétique était sous le contrôle d'une noblesse hispano-romaine qui, tout en admettant officiellement la domination des Wisigoths, agissait de manière totalement autonome. Des cités telles que Cordoue, ancienne capitale de la province romaine, possédaient leurs propres sénateurs locaux, collectaient leurs propres taxes et, si besoin, constituaient leurs propres troupes. Ils étaient uniquement cérémoniellement loyaux au trône de Tolède, exprimant cette loyauté par le biais d'ambassades annuelles qui apportaient des présents mais pas de redevances régulières. Le sud-est de la péninsule posait un défi supplémentaire, l'existence de l'Empire byzantin. Depuis l'époque où l'empereur Justinien a déployé des forces dans la péninsule durant le règne d'Athanagild, une étendue côtière allant de Carthagène à Malaga était incluse dans la province impériale de Spagna. Ces territoires, administrés directement depuis Constantinople, constituaient non seulement un recul territorial, mais également une menace permanente d'invasion en profondeur. L'absence du trésor royal durant les précédentes turbulences avait laissé la couronne wisigothique dans une situation financière fragile. En l'absence de moyens pour soutenir une armée permanente d'effectifs importants, l'autorité de Léovigilde était gravement mise à mal. Les nobles wisigoths, alertés de cette vulnérabilité, en profitaient pour consolider leurs assises locales, transformant ce qui était censé être des zones administratives en petites seigneuries individuelles. Léovigilde se confrontait à un triple défi qui semblait insurmontable. Unifier un royaume disjoint territorialement, ramener la paix dans des zones ayant opéré de façon autonome pendant des décennies et renflouer un trésor royal vide afin de soutenir les expéditions indispensables. Chacune de ces missions aurait épuisé le règne entier d'un souverain ordinaire. Léovigilde devrait les traiter en même temps, étant donné les ressources restreintes dont il dispose. Les casques et cuirasses des soldats byzantins qui surveillaient les remparts de Carthagène brillaient sous le soleil méditerranéen. À partir de ce port clé, les délégués de l'empereur exerçaient leur autorité sur une fine étendue côtière qui se déployait tel un poignard enfoncé dans le flanc du royaume wisigoth. Pour saisir pourquoi Léovigilde ne s'est pas immédiatement lancé à l'assaut de ce territoire, il nous faut porter notre attention vers l'autre bout de la Méditerranée, vers la cour impériale de Constantinople. Dans les années 570, l'Empire byzantin avec lequel Léovigilde était en conflit n'était pas la grande puissance qu'il avait été sous Justinien des décennies auparavant. L'empereur Justin II, qui était le neveu et le successeur de Justinien, a hérité d'un empire épuisé par des campagnes militaires onéreuses et dévasté par la peste de Justinien, une pandémie ayant causé la décimation de la population. Dans l'Est, les Perses sassanides mettaient la pression sur les frontières de l'Empire, alors que dans les Balkans, les invasions des Avars et des Slaves demandaient une vigilance permanente. Cette condition précaire byzantine offrait une occasion stratégique que Léovigilde, grâce à sa perspicacité militaire, a rapidement su repérer. Bien que la province de Spagna ait eu de la valeur pour Constantinople en raison de ses ports et de sa production agricole, elle était considérée comme une région périphérique dont la défense reposait davantage sur son prestige que sur son importance réelle en termes d'économie. Les garnisons byzantines, constituées essentiellement de troupes locales renforcées par un modeste groupe de soldats professionnels, n'étaient pas du tout inébranlables. Toutefois, Léovigilde était trop habile pour engager une lutte ouverte avec l'illustre empire.
Plutôt que d'agir directement, il a choisi de suivre une stratégie d'érosion progressive. Dans un premier temps, il renforcerait son contrôle sur les régions intérieures voisines, entraverait les voies de ravitaillement terrestre, et ce n'est qu'à ce stade, une fois Byzance assez affaiblie, qu'il déclencherait l'assaut final. Cette méthode réfléchie dévoilait un tacticien qui envisageait non pas des triomphes instantanés, mais des conquêtes durables. Dans les villes contrôlées par les Byzantins, telles que Malaga ou Carthagène, un paradoxe fascinant se manifestait. Tout en étant officiellement sujet de l'empereur oriental, la population locale conservait des relations commerciales, familiales et culturelles avec les régions wisigothiques avoisinantes. Léovigild exploiterait habilement cette ambiguïté des loyautés, un autre facteur dans ses prochaines actions contre la présence impériale en terre hispanique. L'année 570 signa le commencement de la reconquête wisigothique. Après plusieurs mois de préparation rigoureuse, de mobilisation de renforts et d'accumulation de ressources, Léovigild lança sa première grande action militaire en direction du sud-est de la péninsule. Le choix de ce champ de bataille n'était pas anodin. L'objectif était de constituer une zone de protection entre les régions solidement wisigothes et les possessions byzantines sur la côte. La campagne s'est déroulée avec une précision qui a étonné aussi bien les alliés que les ennemis. Après de courts assiègements, les villes de Baza et Guadix, qui étaient des centres romains majeurs contrôlant d'importantes voies commerciales, furent prises. La Vega de Grenade, une zone agricole productive capable de fournir des ressources à une armée en mouvement, était constamment sous occupation. Finalement, les forces wisigothiques atteignirent la région de Malaga, un port byzantin majeur dont les murs se révélèrent toutefois trop puissants pour mener une offensive directe à ce stade initial. Outre les avancées territoriales, ces triomphes initiaux apportèrent à Léovigild ce dont il avait ardemment besoin, le butin de guerre. Les cités conquises ont remis leurs richesses au triomphateur, lui donnant ainsi la possibilité de gratifier largement ses subordonnés et ses soldats. Cette infusion de richesse a eu un impact multiplicateur. Des nobles qui auparavant observaient avec doute envoyaient désormais des troupes pour se joindre aux forces royales, séduits par la promesse de participer à une future répartition du butin. Ces triomphes se répandirent à travers la péninsule, modifiant l'image publique de Léovigild. Il ne se contentait plus d'être le sibling du roi, dépêché pour gérer une région en difficulté. Il était devenu un dirigeant militaire triomphant, redonnant de la splendeur au royaume wisigoth. À Tolède, Goswint tirait parti de ses triomphes pour consolider la stature de son mari au sein de l'aristocratie de la cour, mettant en scène des festivités où étaient relatées les prouesses de l'armée royale. L'apogée de cette première étape d'expansion a eu lieu en 571 avec la prise d'Asidonia, aujourd'hui Médina Sidonia, un point stratégique qui supervisait les échanges entre la Bétique occidentale et les territoires byzantins. Cette victoire a permis à Léovigild non seulement d'étendre son territoire, mais aussi d'isoler partiellement les troupes impériales, rendant compliqué leur ravitaillement et leurs échanges terrestres. La première étape vers l'élimination de Byzance du territoire espagnol a été réalisée avec succès. Des centaines d'hommes s'exerçaient sans relâche près de Tolède, sous les rayons impitoyables du haut plateau castillan. La poussière, soulevée par les chevaux de la cavalerie wisigothique lourde, se mêlait aux cris des instructeurs, supervisant les entraînements de l'infanterie. Comment Léovigild a-t-il réussi à transformer un groupe de guerriers tribaux en une armée apte à conquérir la péninsule? La structure militaire wisigothique que Léovigild a reçue fusionnait les traditions germaniques avec des modifications du système romain. Les bucellaires, des guerriers professionnels liés par des serments personnels à des nobles spécifiques, en constituaient la base. Ces troupes privées, malgré leur efficacité, posaient une question de loyauté. Suivraient-elles la couronne ou leur seigneur direct en cas de désaccord? Léovigild traite ce sujet en mettant en place une unité de soldats directement sous l'autorité du roi.
soutenu financièrement par le Trésor royal et dirigé par des officiers de confiance totale, dont la majorité ont été promus en raison de leur mérite plutôt que de leur lignée. L'équipement du guerrier wisigoth représentait une combinaison d'influences. Les épées longues d'origine germanique étaient en usage aux côtés des boucliers ronds de style romain. L'unité de cavalerie lourde, caractéristique particulière de l'armée wisigothique, assurait la protection des cavaliers et de leurs montures grâce à des armures en mailles et des plastrons métalliques, constituant ainsi une force d'impact redoutable dans les combats en plein champ. Bien que moins prestigieuse, l'infanterie, plus nombreuse, était structurée en unités de dimensions variables, armées de lances, boucliers et épées courtes. Les stratégies élaborées sous la direction de Leovigild démontraient une remarquable adaptabilité. Confrontés aux forces byzantines, experts en tactique défensive depuis des positions fortifiées, les Wisigoths développèrent des méthodes de siège comprenant l'emploi de tours mobiles, béliers blindés et manœuvres de sape. Face aux populations du nord telles que les Cantabres ou les Vascons, experts en embuscades en milieu montagneux, Léovigild mettait en œuvre des troupes légères d'exploration et des stratégies de contre-embuscade. L'établissement d'un réseau de fortifications situé de manière stratégique a constitué une avancée majeure. Dans la lignée de la tradition romaine des Limitanei, forces frontalières, Léovigild instaure des postes fixes dans diverses fortifications urbaines et rurales qui servaient de point d'appui pour les actions offensives et d'abri lors de revers. Ces remparts, dont une grande partie est encore observable dans le paysage espagnol, garantissaient que les territoires conquis restaient sous domination wisigothe, même lorsque l'armée principale menait des opérations sur d'autres fronts. Durant cette époque, l'évolution de l'armée wisigothique fut si radicale que les chroniqueurs byzantins, habituellement condescendants envers les barbares, ont commencé à désigner les troupes de Léovigild avec des termes qui témoignent d'un certain respect professionnel. L'appareil militaire qu'il était en train d'élaborer ne servait pas uniquement à la conquête de nouveaux territoires, mais également comme instrument d'unification interne. Servir dans l'armée royale permettait aux Wisigoths et aux Hispano-Romains de se rassembler sous un même commandement et un objectif commun. Au printemps de l'an 572, les murs de Cordoue, qui avaient résisté aux Vandales et à d'autres envahisseurs pendant des décennies, se tenaient fièrement face à l'armée wisigothique campée à ses portes. L'ancienne métropole de la Bétique, riche de son héritage romain et de sa sophistication culturelle, représentait un enjeu bien plus que stratégique. Elle incarnait l'emblème de la résistance hispano-romaine face à la domination wisigothique. Depuis l'arrivée des Wisigoths dans la péninsule, l'aristocratie cordoine, héritière de familles sénatoriales romaines, a conservé une certaine semi-indépendance. Ces potentats locaux, résidant dans de somptueuses villas situées dans la vallée du Guadalquivir et des habitations urbaines ornées de magnifiques mosaïques, géraient d'immenses latifundia. Ils avaient le contrôle du commerce fluvial et surtout, ils façonnaient l'opinion publique grâce à leur soutien à l'Église catholique, s'opposant ainsi à l'arianisme officiel wisigoth. On ne saurait trop insister sur l'importance économique de Cordoue. Sa localisation sur le Guadalquivir en faisait un carrefour de liaison entre l'intérieur des terres et la côte atlantique. Ces marchés étaient renommés pour l'excellence de leurs articles fabriqués, allant de la céramique raffinée aux œuvres complexes en métaux précieux. Son atelier monétaire produisait une monnaie qui était largement en circulation, rivalisant avec les émissions officielles wisigothiques. Avoir la mainmise sur Cordoue revenait à avoir le contrôle des ressources économiques nécessaires pour financer d'éventuelles campagnes militaires. Léovigild a mené une campagne contre Cordoue de manière systématique et sans pitié. Il a d'abord mis la ville à l'écart en interrompant ses liaisons avec d'autres groupes rebelles. Il a alors systématiquement ravagé les cultures alentours, privant ainsi les défenseurs de ressources locales. Au terme d'un long siège qui testa l'obstination des assiégeants et la ténacité des assiégés, la ville tomba, laissant entrer l'armée wisigothique
en formation de combat, avec leurs bannières flottant et leurs armes étincelantes sous le soleil andalou. La manière dont Léovigild traita les vaincus mit en lumière la rigueur délibérée de sa personnalité. Les leaders de la révolte ont été exécutés en public pour servir d'exemple, leurs biens saisis et répartis entre les officiers wisigoths fidèles. La population civile a dû payer de lourds tributs comme punition pour sa révolte. Le commandement de la garnison locale restera sous l'autorité directe d'officiers dignes de confiance du roi. Toutefois, Léovigild a évité une répression aveugle qui aurait engendré des rancœurs futures. La plupart des résidents ont pu poursuivre leur existence et leurs activités sous le nouveau régime, à condition d'accepter l'autorité wisigothique sans contestation. C'était la stratégie du poing d'acier dans un gant de velours, inflexible mais pas vindicatif, strict mais sans cruauté superflue. Que se produit-il lorsque nation conquérante perd sa dynamique militaire? Situé à la pointe nord-ouest de la péninsule, l'érudit royaume suève de Galaessia représente un exemple captivant de l'ascension et de la chute d'une autorité barbare. Pour saisir le contexte que Léovigild pourrait éventuellement rencontrer dans cette zone, il nous faut remonter à plus d'un siècle en arrière. Durant l'hiver tragique de 406, les Suèves ont franchi le Rhin gelé, s'intégrant à la vaste migration qui signa le commencement du déclin de l'Empire romain d'Occident. Suite à sa traversée de la Gaule, ce peuple germanique originaire de Scandinavie a élu domicile dans le nord-ouest de l'Hispanie, mettant en place l'un des premiers royaumes autonomes au sein des anciennes frontières impériales. Sous le règne du roi Reshila, 438-448, ils ont atteint leur apogée d'expansion, contrôlant presque toute la partie occidentale de la péninsule, y compris la Lusitanie et une portion de la Bétique. Toutefois, cette période de prospérité a été de courte durée. En l'année 456, une campagne wisigothique menée par le roi Théodoric II a porté une défaite écrasante aux Suèves lors de la bataille du fleuve Orbigo. Cette débâcle militaire a enfermé les Suèves en Galaessia, amorçant une phase de division interne et de vulnérabilité qui s'est étalée sur plusieurs décennies. La monarchie suève a perduré, néanmoins, son impact a été considérablement diminué et son prestige profondément affecté. Un tournant essentiel dans l'histoire du christianisme s'est produit aux alentours de 550. Lorsque le roi Cariaco, à la recherche d'une guérison prodigieuse pour son fils, a demandé des reliques de Saint Martin de Tours. L'espérance d'un miracle s'est réalisée, conduisant à la conversion formelle du royaume suève au catholicisme nicéen et à l'abandon de l'arianisme qu'il partageait avec les Wisigoths. Ce changement de foi a eu d'importantes conséquences politiques, renforçant la relation entre la monarchie suève et les habitants hispano-romains locaux, qui étaient principalement catholiques. Durant le règne de Miro, 570-583, qui était contemporain de Léovigild, le royaume des Suèves a connu une légère renaissance culturelle et religieuse. Martin de Braga, un évêque et savant, a supervisé un processus d'évangélisation qui a atteint jusqu'aux communautés rurales les plus reculées. On édifia des églises, on établit des monastères, et la cour royale à Bracara Augusta, Braga aujourd'hui, vit un développement culturel sophistiqué qui se démarquait par rapport à son influence militaire restreinte. Toutefois, cette éclosion culturelle masquait une vulnérabilité stratégique essentielle. Le royaume suève, disposant de ressources restreintes et encerclé par des territoires wisigoths ou indépendants adverses, n'était pas en mesure de faire face à une attaque d'envergure. Un territoire diffus, une mosaïque de communautés semi-indépendantes, s'étendait entre les royaumes wisigoths consolidés au sud et le royaume suève au nord-ouest. La nature juridique de cette bande était si floue qu'elle posait déjà un défi même à ceux qui vivaient à l'époque. Ces terres de personnes constituaient à la fois un obstacle et une chance pour les projets d'unification de Léovigild. Qui était aux commandes de ces régions? Plusieurs peuples dont les noms demeurent mystérieux, même pour les historiens contemporains, sont cités dans les documents historiques.
Il est possible que les Runcons, qui auraient été localisés dans la région des monts de Tolède, vivaient d'une manière semi-nomade, centrée sur l'élevage transhumant. Selon les chroniques de Jean de Biclar, les Sapos, qui sont évoqués succinctement, semblaient habiter des régions montagneuses du système central. Il est probable que les Cantabres, qui résidaient dans les montagnes escarpées du nord et étaient réputés pour leur farouche résistance, d'abord contre les Romains, puis contre toute forme de domination extérieure, étaient les plus notables et craints. La structure politique de ces groupes était extrêmement variable. Des groupes tels que les Cantabres préservaient des structures alliant des coutumes indigènes, pré-romaines et modifications de l'administration de l'Empire. Le Sénat de Cantabrie, évoqué dans des écrits de cette période, laisse à penser qu'il y avait des assemblées d'anciens ou de personnalités influentes qui prenaient des résolutions communes. D'autres communautés se structuraient autour de chefs charismatiques, généralement de grands terriens qui assumaient des rôles de défense militaire en contrepartie d'une fidélité personnelle. L'économie de ces zones reposait essentiellement sur l'autosuffisance. Dans les zones élevées, l'élevage extensif complétait l'agriculture de subsistance pratiquée dans les vallées fertiles. La surveillance des cols montagneux donnait à certaines communautés l'occasion de collecter des droits de passage auprès des commerçants empruntant ces voies, tandis que d'autres menaient ponctuellement des attaques contre des installations plus prospères situées dans les plaines. Toutefois, cette conjoncture économique difficile signifiait également que ces communautés manquaient des moyens nécessaires pour entretenir des armées permanentes aptes à faire face à une force structurée comme celle des Wisigoths. Pour Léovigilde, ces régions constituaient un danger permanent pour la sécurité domestique du royaume. Des incursions sporadiques depuis les montagnes venaient troubler le commerce et l'agriculture dans les régions contrôlées par les Wisigoths. Il était encore plus redoutable que ces territoires soient utilisés comme centre d'opération par des adversaires extérieurs, notamment les Francs, qui avaient toujours pour objectif de nuire aux Wisigoths. Par ailleurs, l'intégration de ces régions garantissait non seulement une sécurité stratégique, mais également un accès à d'importantes ressources forestières et minières. L'aspect multiculturel de ces zones ajoutait une dimension supplémentaire de complexité à l'enjeu. Alors que certaines régions ont subi une romanisation intense, d'autres ont maintenu leur langue et traditions pré-romaines, avec des influences extérieures minimes. Cette diversité culturelle rendrait ardue l'instauration d'un système administratif unifié, nécessitant des approches sur mesure pour chaque contexte local, ce qui constitue un défi supplémentaire pour la souplesse politique de Léovigilde. Comment un homme unique a-t-il réussi à transformer un royaume éclaté en une entité unifiée? De 573 à 576, Léovigilde a mené une série de campagnes militaires dans le nord de la péninsule qui modifieraient irrévocablement la configuration politique de l'Hispanie. Avec la résolution d'un tacticien et l'ambition d'un homme d'État, le roi wisigoth progressa méthodiquement, soumettant des communautés qui avaient résisté pendant des décennies à toute tentative de contrôle centralisé. La première triomphe majeure a eu lieu en 573, lorsque les forces wisigothiques ont envahi Sabaria. L'endroit précis où se situait cette région, qui fait encore l'objet de controverses parmi les historiens, pourrait avoir été dans la Rioja actuelle ou dans le sud de la Navarre. Depuis la chute de l'Empire romain, les résidents de Sabaria ont conservé une indépendance de facto, tirant parti de leur situation géographique entre montagnes pour se défendre contre toute tentative de contrôle extérieur. Toutefois, grâce à une formation solide et une direction supérieure, l'armée de Léovigilde parvint à accomplir ce qui semblait hors de portée: dominer ces populations montagnardes qui se croyaient invincibles. L'année 574 a été un des jalons les plus importants dans cette avancée vers le nord, l'expédition contre la Cantabrie. Cette région, dirigée par un individu nommé Sénat de Cantabrie, une entité qui témoignait de la continuité des structures romaines au sein de la population hispano-romaine locale, constituait un défi de taille.
Les résidents, réputés pour leur brutalité et leur connaissance intime des terrains montagneux, avaient résisté même à l'apogée de la gloire romaine. Reconnaissant qu'un affrontement direct sur un territoire aussi hostile pourrait s'avérer désastreux, Léovigild mêla la diplomatie à des démonstrations de puissance, provoquant la division des élites locales avant d'initier l'assaut final. Les récits de Jean de Biclar évoquent une victoire décisive qui se termina par la conquête d'Amaia, la plus grande citadelle cantabre, et l'élimination du Sénat local. En 575, le roi Wisigoth se tourna vers les monts Arégence, qui pourraient se trouver dans l'actuelle région de l'ouest des Asturies, ou à la frontière entre la Galice et le Portugal. Dans ce contexte, un seigneur local nommé Aspidius avait fondé une principauté autonome, tirant parti du vide de pouvoir en place. Selon les informations, une campagne fulgurante a été menée par Léovigild, qui, s'appuyant sur des tactiques de guerre en montagne acquises lors de précédentes opérations, a réussi à capturer non seulement le dirigeant local, mais également sa famille et ses richesses. Ce coup stratégique eut une portée démonstrative importante. Il a prouvé que même la partie la plus reculée de la péninsule, n'importe où qu'elle se trouve, n'était pas hors d'atteinte pour l'épée Wisigoth. La fin de cette série de campagnes dans le nord s'est produite en 576, lorsque Léovigild a mené ses troupes contre le royaume suève de Galaétia. Contrairement aux précédentes campagnes, celle-ci ne visait pas une occupation directe du territoire, mais plutôt l'établissement d'une relation de vassalité en vue de préparer une éventuelle intégration du royaume. Le roi suève Miro, conscient de son désavantage sur le plan militaire, consentit à conclure un traité de paix dans des conditions nettement plus favorables aux Wisigoths. Cet arrangement instaure une relation hiérarchique qui restreint considérablement l'indépendance politique des Suèves et les transforme, en pratique, en un pays vassal de Tolède. La stratégie astucieuse de Léovigild était alors complète. En seulement 4 ans, il a métamorphosé le nord de la péninsule, convertissant une région peuplée de peuples indépendants en provinces fidèles ou états vassaux du royaume Wisigoth. Quel mystère recelait la région d'Orospeda, ultime bastion de résistance face à l'autorité wisigothique dans le sud de la péninsule. Orospeda, localisée dans les régions montagneuses qui constituent actuellement Jaén, Grenade et Albacete, posait un problème aux historiens et représentait un enjeu pour Léovigild. Cette zone rurale, qui tire peut-être son nom de Orospeda, montagne dorée, représentait une sorte de bastion d'indépendance isolé stratégiquement entre les domaines déjà contrôlés par les Wisigoths et les possessions byzantines le long des côtes méditerranéennes. L'importance d'Orospeda dépassait sa simple signification territoriale. Ces denses forêts offraient le bois indispensable pour la construction maritime. Ces mines renfermaient des métaux précieux qui approvisionnaient les ateliers de monnaie. Et ces cols montagneux supervisaient des voies commerciales cruciales reliant l'intérieur de la péninsule aux côtes méditerranéennes. Il est crucial de noter que tant qu'Orospeda restait indépendante, il y avait une faille dans la stratégie de résistance contre les Byzantins, ouvrant la voie à d'éventuelles coalitions entre ces derniers et toute force désireuse de contester l'autorité wisigothique. Pour Léovigild, l'achèvement de la domination sur le sud de la péninsule n'était pas une question de prestige, mais un impératif stratégique immédiat. Contrairement à d'autres zones périphériques, Orospeda n'était pas dirigé par des chefs germaniques ou des tribus indigènes, mais plutôt par une aristocratie hispano-romaine spécifique qui a préservé de nombreuses pratiques administratives de l'Empire ancien. Ces dirigeants locaux, formés dans la tradition classique tout en étant pragmatiques dans leur gouvernance, ont su préserver leur indépendance en naviguant habilement entre les clivages wisigoths et byzantins. De nombreuses villes fortifiées, la plupart construites sur d'anciens sites romains, surveillaient efficacement les vallées et les cols montagneux, ce qui avait découragé les précédentes tentatives de conquête. Toutefois, l'année 577,
signifierait la fin de cette indépendance précaire. La campagne menée par Leovigild contre Orospeda en 577 pourrait être l'une des illustrations les plus éclatantes de son habileté militaire. S'appuyant sur l'expérience acquise lors des guerres du Nord, le roi wisigoth élabora une stratégie combinant des manœuvres enveloppantes en provenance de plusieurs directions. Il employa la cavalerie lourde wisigoth pour prendre rapidement le contrôle des vallées et contraindre les défenseurs à battre en retraite vers des positions plus élevées où, isolés et incapables de se réapprovisionner, ils finiraient par capituler. Les annales de cette période relèvent la prise de diverses villes et fortifications, bien qu'à regret, les précisions sur des affrontements précis ne nous aient pas été communiquées. Ce que nous savons, c'est que la campagne a été rapide et déterminante, culminant avec l'intégration complète d'Orospeda au royaume wisigoth avant la fin de l'année. Cette conquête a eu des conséquences profondes et variées. Sur le plan économique, Leovigild a intégré à ses territoires d'importantes ressources forestières et minières, ce qui a consolidé l'économie du royaume. Dans une démarche stratégique, il trace une ligne de démarcation ininterrompue avec les possessions byzantines, neutralisant ainsi le danger qu'Orospeda représentait au sein des territoires wisigoths. Sur le plan politique, l'incorporation des élites hispano-romaines locales dans l'administration wisigothique, nombre d'entre elles occupant désormais des postes de pouvoir sous le nouveau régime, a consolidé le schéma de fusion culturelle que Leovigild encourageait. Cependant, le sens le plus profond de cette conquête pourrait être symbolique. C'était la première fois, depuis la chute de l'Empire romain, que toute la partie sud de la péninsule restait sous un seul et même gouvernement, à l'exception de la fine bande côtière dominée par Byzance. Toutefois, la pacification d'Orospeda ne serait achevée que l'année suivante. Au cours de l'hiver 577-568, une insurrection se déclara dans les zones montagnardes les plus difficiles d'accès, vraisemblablement orchestrée par des membres de la population villageoise qui refusaient l'instauration du régime tributaire wisigoth. Leovigild, qui s'était précédemment retiré à Tolède, se trouva contraint de mener une seconde campagne pour réprimer cette insurrection. Doté d'une efficacité notoire, il rassembla sans tarder ses troupes et défait les insurgés lors d'une suite d'actions qui, selon Jean de Biclar, aboutirent à la reprise complète du contrôle de la zone. Cette réaction prompte et persuasive a transmis un signal fort à l'ensemble du royaume. La puissance de Tolède ne pouvait être mise en question et toute tentative de soulèvement serait sans pitié écrasée. En affichant sa force, Leovigild renforçait inéluctablement son contrôle sur le dernier refuge indépendant du sud de la péninsule, achevant de ce fait une étape déterminante dans son dessein d'unification de l'Hispanie. Comment convertir une charge élective en une institution héréditaire apte à assurer la stabilité et la pérennité de l'État? Leovigild a relevé le défi de réformer radicalement l'institution monarchique wisigothique, transformant ce qui était initialement un simple leadership d'une confédération tribale en une véritable monarchie territoriale, inspirée du modèle byzantin. La transformation lancée en 573 et approfondie tout au long de la décennie subséquente représenta une véritable révolution politique qui poserait les fondements institutionnels du royaume wisigothique d'Hispanie. Dans la tradition germanique, le roi était essentiellement perçu comme un leader militaire, Teudan, choisi par l'Assemblée des guerriers libres pour guider le peuple en période de conflit. Ce modèle, adapté aux communautés nomades ou semi-nomades, se révélait inapproprié pour administrer une vaste région sédentaire telle que l'Espagne au VIe siècle. Leovigild a compris que pour pérenniser les acquisitions territoriales et instaurer un royaume solide, il lui fallait formaliser l'autorité monarchique, la rendant autonome face aux aléas de la politique tribale. L'acte le plus explicite dans ce sens a été l'élévation de ses deux fils, Herménégilde et Récarède, à la codirection du royaume en 573. Cet acte ne marquait pas uniquement une désignation explicite de ses successeurs, en dérogeant aux principes traditionnels d'élection,
mais divisait également le royaume sur le plan fonctionnel. Pendant que Léovigild se concentrait sur les opérations militaires, ses fils géraient des provinces déterminées, gagnant ainsi en expérience administrative. En même temps que cette réforme dynastique, Léovigild a délibérément intégré des aspects du rituel impérial byzantin, établissant une liturgie du pouvoir qui conférait à la royauté un caractère presque sacré. Selon les écrits de Jean de Biclar, il a été le premier roi wisigoth à porter des habits royaux distinctifs, à s'installer sur un trône haut lors des audiences publiques et à mettre en place un protocole courtisan strict. L'image des pièces de monnaie frappées durant son règne atteste de ce changement symbolique. Léovigild est dépeint avec un diadème et une toge impériale, imitant délibérément les empereurs byzantins. Cette utilisation de symboles impériaux ne relevait pas uniquement de la vanité, mais constituait une démarche réfléchie pour justifier son autorité aussi bien devant la population hispano-romaine, habituée au faste impérial, que devant l'aristocratie goth, à qui était proposée une nouvelle vision du pouvoir royal. Un autre pilier essentiel de la nouvelle monarchie était la centralisation administrative. Historiquement, les nobles goths ont exercé une autonomie quasi totale dans leurs régions respectives, restreignant de manière significative le pouvoir réel du roi. Pour contrer cette dynamique centrifuge, Léovigild institua une bureaucratie centralisée, nomma directement des gouverneurs provinciaux fidèles à la couronne et mit en place un système fiscal efficient qui acheminait les ressources vers le trésor royal. L'instauration de cités telles que Récopolis, dénommée du nom de son fils, et conçue comme un centre d'administration, illustre cette stratégie centralisée, établissant des centres d'autorité royale dans des zones stratégiques. Ce renforcement du pouvoir central, basé sur des exemples byzantins mais adaptés au contexte espagnol, se distinguait nettement de l'évolution contemporaine du royaume franc, qui voyait l'autorité royale s'estomper progressivement au profit de la noblesse territoriale. La noblesse gothique a eu des réactions variées face à ces réformes. Un secteur conservateur considérait la centralisation et l'adoption de traditions romaines comme une menace pour les privilèges aristocratiques et l'identité wisigothique. Ces tensions latentes se manifesteraient avec force lors de la révolte d'Herménégilde, lorsque certains membres de la noblesse se rangèrent du côté du prince insurgé, non pas tant en raison d'une inclination religieuse pour le catholicisme, mais plutôt comme une réaction au modèle politique autoritaire défendu par Léovigild. Toutefois, une autre partie de l'aristocratie, notamment les nobles qui avaient prospéré durant les campagnes de conquête et qui occupaient actuellement des postes au sein de l'administration centrale, soutenait fermement le souverain. Ils percevaient dans la nouvelle organisation une chance de renforcer leur propre statut. Cette dissociation interne au sein de l'aristocratie gothique a permis à Léovigild de naviguer sur le plan politique en opposant les nobles entre eux, tout en consolidant progressivement les privilèges royaux. Le legs institutionnel de ces réformes dépasserait largement l'époque de Léovigild. L'institution monarchique wisigothique, jusqu'à la chute du royaume en 711, serait caractérisée par une monarchie héréditaire de facto, malgré le caractère formellement électif. La sacralisation de la figure royale, une centralisation administrative et l'élaboration d'un cérémonial courtisan sophistiqué. Il est encore plus pertinent de noter que ce modèle politique persisterait même après la chute du royaume wisigoth, ayant une influence profonde sur la perception de la royauté dans les royaumes médiévaux chrétiens de la péninsule. Des siècles plus tard, des souverains tels qu'Alphonse X le sage de Castille ou Pierre IV le cérémonieux d'Aragon ont élaboré des théories complexes sur la royauté. De nombreux concepts qu'ils ont formulés trouvent leurs origines dans la révolution institutionnelle mise en place par ce roi guerrier qui, entre deux campagnes, a radicalement modifié la nature du pouvoir politique en Hispanie. Quelle meilleure façon de fêter le pouvoir fraîchement renforcé qu'en créant une ville à partir de rien.
En 568, durant une trêve dans les opérations militaires, Léovigild initia l'un des projets les plus audacieux et emblématiques de son règne. L'établissement de Recopolis, la première cité érigée ex novo par les Wisigoths en Hispanie. Positionnée de manière stratégique sur un promontoire dominant le fleuve Tage, dans l'actuelle région de Guadalajara, la cité récente a été imaginée comme une représentation matérielle du pouvoir royal, un emblème de la nouvelle monarchie et une dédicace concrète au prince Récarède, du nom duquel elle porte le nom. Dans l'Europe, après la période romaine, où la tendance dominante était de réutiliser et d'adapter des centres urbains existants, la décision de créer une toute nouvelle ville constituait un cas d'exception. Cette action foncière établissait un lien symbolique entre Léovigild et les empereurs romains, qui avaient traditionnellement fondé des villes pour illustrer leur autorité et célébrer des événements importants. Le site retenu, situé en hauteur dans la vallée du Tage, alliait des impératifs stratégiques, maîtrise des voies commerciales et défense naturelle, à des exigences symboliques. La cité nouvellement fondée se dressait littéralement sur le paysage, perceptible de très loin comme un signal constant de l'autorité wisigothique sur la région. Le plan urbain de Recopolis, mis en lumière par les excavations archéologiques conduites depuis la fin du XXe siècle, révèle une organisation soigneusement pensée qui alliait tradition romaine à innovation wisigothique et influence byzantine. La cité était structurée autour d'un axe central, reliant la porte monumentale à l'espace palatin, reflétant à une échelle réduite le modèle d'urbanisme de Constantinople. Le complexe palatin, qui se trouve dans la zone la plus élevée de l'enceinte, comprenait le palais royal en tant que tel, une église palatine de type basilical, ainsi que divers édifices administratifs constituant une véritable acropole du pouvoir. Ce bâtiment ne servait pas uniquement de résidence pour la royauté, mais également de cœur administratif régional où se gérait la collecte des impôts et où s'organisait la défense des territoires avoisinants. L'empreinte byzantine est manifeste tant dans des aspects architecturaux précis, tels que les chapiteaux des édifices majeurs, que dans l'aménagement global de l'espace urbain qui illustre la puissance impériale. Les recherches archéologiques ont démontré que Recopolis était bien plus qu'une initiative symbolique. Elle représentait un véritable pôle économique régional avec une gamme d'activités productives variées. Les archéologues ont consigné des ateliers dédiés à l'artisanat du verre, de l'orfèvrerie et des objets en bronze, dont certains pourraient être directement associés à la cour. La découverte d'un district commercial avec des magasins disposés en rangées le long de la rue principale est particulièrement notable, indiquant une planification urbaine qui a intentionnellement incorporé l'activité commerciale. La numismatique atteste de la position économique prépondérante de la ville. Recopolis possédait son propre bureau de frappe monétaire, produisant des pièces à l'effigie de Léovigild, diffusant ainsi l'image du roi et le moyen d'échange officiel à travers l'ensemble du territoire. Ce dynamisme économique illustre la conception de Léovigild pour sa création. Pas seulement une ville-palais isolée, mais un centre urbain opérationnel, englobant l'administration, la production et le commerce. Le symbolisme de Recopolis dépassait son rôle administratif et économique immédiat. À première vue, la ville rendait hommage au prince héritier, qui avait son nom gravé littéralement dans le paysage espagnol. D'une manière plus profonde, elle incarnait l'expression architecturale de la nouvelle vision du pouvoir royal que Léovigild était en train de développer, centralisée, territoriale et inspirée par le modèle byzantin, s'éloignant ainsi du traditionnel modèle tribal germanique. Établi par une ordonnance royale, conçue selon des normes impériales et érigée grâce aux fonds du trésor public, Recopolis symbolisait l'idée d'un État découlant directement de la volonté du souverain plutôt que de conventions tribales ou de traités aristocratiques. Pour la communauté hispano-romaine, habituée à la tradition romaine impériale, l'établissement d'une cité symbolisait le pouvoir des empereurs d'autrefois.
En revanche, pour les Goths, cela signifiait un abandon de la tradition semi-nomade germanique au profit de l'instauration définitive de modèles urbains fixes. L'élément archéologique le plus actuel et possiblement le plus significatif concernant Récopolis a été la détermination d'un vaste espace cérémonial entre le palais et l'église palatine, probablement destiné à des rites publics mettant en avant l'autorité royale. Ce lieu, où l'on suppose que Léovigilde, puis plus tard Récarède, faisait des apparitions publiques entourées de la splendeur de la cour, met en lumière l'aspect théâtral du pouvoir que le roi wisigoth a intégré dans son arsenal politique. La totalité de la cité agissait en ce sens comme un décor monumental destiné à mettre en scène la grandeur royale, un outil d'architecture conçu pour impressionner aussi bien les sujets que les diplomates étrangers. Théophane, un chroniqueur byzantin malgré qu'il rédige plusieurs siècles plus tard, rapporte une tradition affirmant que l'annonce de la création de Récopolis a atteint Constantinople et suscité l'admiration à la cour impériale. Que cette anecdote soit vraie ou non, elle met en lumière l'influence propagandiste que l'érection de la Cité du Prince a eue à son époque, rehaussant le prestige international du royaume wisigoth et de son souverain. Ce roi ne se contentait pas de conquérir des territoires par la force. Il construisait également des cités grâce à sa détermination. Qu'est-ce qui incite un fils à se rebeller contre le père qui l'a formé pour lui transmettre son héritage? Aux alentours de 579, alors que Léovigilde paraissait avoir atteint l'apogée de son autorité, un conflit se préparait discrètement qui allait secouer les bases même du royaume wisigoth. Herménégilde, le fils aîné du roi, serait au centre de ce drame familial et politique. Le souverain l'avait nommé gouverneur de la province la plus prospère et cruciale du royaume, la Bétique, dont la capitale est Hispalis, Séville. Le choix d'envoyer Herménégilde à la tête de la Bétique n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un risque stratégique minutieusement planifié. Avec ses villes prospères, ses terres fertiles et ses ports animés, la province du Sud formait le centre économique du royaume wisigoth. Hispalis, qui en était la capitale, était la deuxième cité en importance après Tolède, un lieu cosmopolite où l'aristocratie hispano-romaine préservait vivante l'ancienne tradition urbaine méditerranéenne. En nommant son fils aîné gouverneur de cette province essentielle, Léovigilde poursuivait trois objectifs. Offrir à son successeur une expérience en gestion dans un contexte complexe, garantir la supervision directe de la famille royale sur la région la plus florissante et mettre le futur monarque face à l'élite hispano-romaine influente de la Bétique. Le prince, accompagné de sa femme Ingonde, une princesse franque de la dynastie mérovingienne, fit son arrivée à Hispalis. Léovigilde a organisé ce mariage dans le cadre de sa stratégie diplomatique visant à neutraliser la menace franque au nord, ce qui a introduit un facteur potentiellement déstabilisateur à la cour wisigothique. Ingonde était une fervente catholique, alors que la famille royale wisigothique professait officiellement l'arianisme, la version du christianisme dominante parmi les populations germaniques. Les conflits religieux ont été notés même avant le voyage à Hispalis, avec des altercations rapportées entre Ingonde et Goswint, l'épouse de Léovigilde et belle-mère de la jeune princesse. D'après les chroniques, elle aurait essayé, par le biais de moyens violents, d'imposer la conversion de la princesse franque à l'arianisme. La venue du couple royal à Hispalis coïncidait avec une période particulièrement sensible pour la vie religieuse en Bétique. La province abritait une population principalement catholique et un épiscopat influent mené par des personnalités telles que Léandre de Séville, un intellectuel émérite formé selon la tradition patristique et fervent défenseur de l'orthodoxie nicéenne. L'opposition entre le gouverneur arien et ses sujets de confession catholique engendra un climat susceptible d'engendrer des frictions religieuses qui seraient bientôt transférées dans la sphère politique.
Les récits modernes, malgré un penchant catholique, laissent supposer qu'Herménégilde a traversé une phase de profond doute spirituel, influencé aussi bien par sa femme que par le milieu intellectuel hispano-romain dans lequel il évoluait à Hispalis. Des indices de conflit ont commencé à apparaître presque immédiatement après la création de la cour princière à Séville. Selon des témoins de l'époque, on observait une divergence grandissante entre Herménégilde et les émissaires officiels de l'arianisme en ville, alors que ses liens avec le groupe intellectuel catholique sous la houlette de Léandre se renforçaient. Simultanément, le nouveau gouverneur a commencé à mettre en œuvre une politique administrative de plus en plus autonome, privilégiant l'aristocratie locale hispano-romaine au détriment des intérêts directs de Tolède. Ces actions, d'abord considérées comme de simples réajustements administratifs locaux, prendraient avec le temps une dimension plus significative, s'avérant être les premiers gestes menant à une cassure que nul, peut-être même pas Herménégilde lui-même, ne pouvait anticiper à ce stade. Le conflit qui se préparait discrètement à Hispalis, au sein du palais provincial et des basiliques sévillanes, allait finalement éclater en une confrontation explicite testant non seulement les compétences militaires et politiques de Léovigilde, mais aussi ses émotions paternelles. Le lien initialement basé sur la confiance entre le roi guerrier et son fils aîné, qui avait conduit Léovigilde à lui confier l'administration de la province la plus précieuse du royaume, se métamorphoserait en un affrontement que les récits médiévaux qualifieraient de tragédie. Cela entraînerait une division au sein de la famille royale du royaume et marquerait profondément l'histoire de l'Hispanie wisigothique. Est-il possible qu'un fils devienne l'ennemi le plus redoutable de son père? Au printemps de l'année 580, ce qui avait débuté en tant que différend religieux familial a pris un virage décisif vers une confrontation politique explicite. Herménégilde, fort de son statut de gouverneur de la Bétique et soutenu par une partie importante de l'aristocratie hispano-romaine, déclara son autonomie vis-à-vis de Tolède, s'opposant directement à l'autorité paternelle et souveraine. Cet acte de rébellion manifeste n'a pas été une décision prise à la hâte, mais le fruit d'une préparation soigneusement orchestrée. Les récits actuels indiquent qu'Herménégilde avait construit un tissu de partenariat tant au sein de son groupe qu'en dehors, et ce, durant plusieurs mois. Dans la région, il bénéficiait du soutien des principales cités bétiques, Hispalie, Cordoue et Italica, où la population, principalement catholique et hispano-romaine, appréciait un dirigeant converti à sa foi et attentif à ses préoccupations. Traditionnellement opposé au centralisme de Tolède, l'aristocratie locale considérait le prince révolté comme un candidat parfait pour ses ambitions autonomistes. La dimension religieuse joue un rôle de moteur et d'élément fédérateur, offrant un fondement idéologique qui surpasse les intérêts individuels, la préservation de la véritable foi contre l'hérésie arienne. L'aspect mondial de la révolte a mis en lumière l'habileté politique d'Herménégilde et de ses conseillers, notamment l'évêque Léandre, qui se rendit personnellement à Constantinople en tant qu'envoyé du prince. L'alliance avec l'Empire byzantin, qui conservait des territoires dans le sud de la péninsule, octroyait aux révolutionnaires un appui militaire, une reconnaissance internationale et éventuellement des moyens financiers. Parallèlement, des relations furent nouées avec le royaume suève de Galaétia, récemment devenu catholique, et avec divers royaumes francs, en tirant profit des liens familiaux d'Ingonde. Ce réseau de soutiens extérieurs a transformé ce qui aurait pu être une rébellion locale en un conflit international menaçant les bases mêmes du projet d'unification de Léovigilde. Le formalisme de la séparation d'avec Tolède contient des aspects symboliques de haute importance politique. En se convertissant au catholicisme, Herménégilde prit le nom de Jean, établissant un lien symbolique avec Jean-Baptiste et se posant comme le précurseur d'une nouvelle époque pour l'Hispanie. Encore plus audacieux, il a créé sa propre monnaie avec l'inscription Rex Deo Vita, le roi doit sa vie à Dieu, une proclamation d'autonomie monétaire et une déclaration théologique qui se distinguait des émissions officielles de Tolède.
Quelques exemplaires préservés comportent le titre Rex, associé au portrait du prince, représentant une proclamation officielle de royauté alternative, un défi ouvert à l'autorité exclusive de Léovigild en tant que roi wisigoth. L'intégration de villes majeures telles que Cordoue, Séville et Mérida au mouvement rebelle a permis à Herménégilde d'exercer son autorité sur une vaste région économiquement florissante. Cordoue, qui fut la capitale de la Bétique romaine, conférait prestige historique et occupait une position stratégique en surveillant la vallée du Guadalquivir. Avec son port fluvial, Séville assurait la liaison avec la Méditerranée et offrait l'opportunité d'établir des alliances extérieures potentielles. Mérida, qui était la capitale de la Lusitanie, diffusait l'influence insurrectionnelle vers l'Occident, avec le risque de fracturer le royaume en deux parties incommunicables. Ce contrôle territorial, associé aux alliances à l'échelle internationale, transforme ce qui aurait pu être une simple révolte écrasable en un enjeu vital pour le règne de Léovigild et son ambition d'unification de la péninsule. L'attitude initiale du roi wisigoth mêlait à la fois des mesures militaires et des tentatives de réconciliation. Les indications laissent à penser que Léovigild, possiblement guidé par des sentiments de père ou par une stratégie réfléchie, chercha d'abord à éviter la confrontation directe en mandant des émissaires pour discuter avec son fils. Toutefois, ces efforts diplomatiques n'ont pas réussi. Face à la détermination d'Herménégilde, probablement soutenue par ses alliés extérieurs, qui percevaient dans le conflit une chance de diminuer l'influence grandissante des Wisigoths dans la péninsule. Le conflit civil semblait désormais inéluctable, confrontant non seulement les générations, mais aussi deux perspectives contradictoires sur le futur de l'Espagne. L'unification sous un empire centralisé arien, soutenu par Léovigild, à la face du modèle décentralisé et catholique défendu par Herménégilde et ses adeptes hispano-romains. Le plan était conçu pour un affrontement qui testerait non seulement les aptitudes militaires du vieux monarque, mais également sa détermination à privilégier l'intérêt de l'État plutôt que les liens de parenté. Comment un père gère-t-il la pénible épreuve de s'opposer à son propre fils ? En 582, lorsque la menace vasconne a été maîtrisée, Léovigild a finalement pu concentrer toutes ses forces sur l'écrasement de la révolte d'Herménégilde. Le but initial était précis, reprendre Mérida, l'ancienne cité romaine de Lusitanie et un des centres névralgiques qui avait été conquis par le rebelle. La campagne a débuté au printemps de l'année 582. Sous le commandement direct de Léovigild, l'armée royale s'est avancée vers Mérida avec une résolution sans faille. Bien que la ville soit dotée de puissants remparts romains, elle ne parvint pas à tenir face aux engins de siège des Wisigoths pendant longtemps. Suite à un court siège, Mérida fut restituée au roi légitime, infligeant un coup dur à la cause rebelle. Cette victoire n'a pas seulement coûté à Herménégilde un bastion essentiel, elle a également transmis un signal fort aux autres cités envisageant de se joindre à la rébellion. L'autorité du roi légitime était indiscutable. Avec Mérida sous contrôle, Léovigild porta son attention sur le véritable épicentre de la révolte, Séville, Hispalis, où Herménégilde avait établi sa cour. La ville bétique antique, située sur les berges du Guadalquivir, constituait l'un des pôles commerciaux les plus florissants de la péninsule et était le domicile de l'évêque Léandre, un soutien religieux majeur d'Herménégilde. Son retour ne représenterait pas uniquement une victoire stratégique majeure, mais également un fort symbole de la restauration du pouvoir royal. Le chemin vers Séville n'a pas été sans contestation. Prise de conscience du danger qui pesait sur son bastion majeur, Herménégilde avait établi un partenariat avec le roi suève Miro, qui se hâta de lui porter secours avec une importante armée. Les deux forces ont eu leur rencontre près de l'emplacement actuel d'Osset, également connu sous le nom de San Juan de Aznalfarache, à la périphérie de Séville. Le combat qui s'ensuivit mit en évidence l'avantage tactique de l'armée de Léovigild, éprouvée par de multiples campagnes. Malgré leur valeur,
Les troupes suèves ont subi une défaite cuisante, avec le roi Miro lui-même qui a été gravement blessé et est décédé peu après en regagnant son royaume. Léovigild, avec la voie libre devant lui, met en place un campement terrestre soigneusement organisé autour de Séville, renforcé par un blocus maritime du Guadalquivir, qui entravait l'approvisionnement en nourriture et en renfort à la ville. Les semaines s'étiraient en mois, alors que la famine et le désespoir grandissaient au sein des murs hispaliens. La grande métropole qui avait incarné la puissance d'Herménégilde commençait à vaciller, et le jeune insurrectionniste réalisait qu'il ne pourrait tenir éternellement dans cette cage dorée. Quel est le coût de la trahison lorsque celui qui trahit est votre propre fils? À l'aube de 583, après plusieurs mois de blocus, les conditions de vie à Séville étaient devenues invivables. Herménégilde, conscient que la ville allait bientôt tomber, opta pour une mesure désespérée: fuir avec un petit groupe de fidèles vers Cordoue, une autre forteresse qui restait encore sous son autorité. Dans le silence nocturne, le prince insoumis parvient à briser l'encerclement et à s'échapper vers l'est, abandonnant Séville à son destin. L'ancienne capitale de la Bétique a rapidement capitulé devant Léovigild. Le roi fit une entrée triomphale dans la ville, mais sa victoire demeurait inachevée tant que son fils restait en liberté. Il ne perdit pas de temps pour réorganiser ses troupes et se dirigea vers Cordoue, résolu à mettre un terme définitif à la rébellion. Pour Herménégilde, les circonstances devenaient de plus en plus désespérées. Ses soutiens locaux commençaient à le lâcher, et ses prétendus amis internationaux ont montré la fragilité de leurs engagements. Le coup le plus sévère est venu de l'endroit le moins attendu. Les Byzantins, qui avaient officiellement appuyé Herménégilde dans sa conversion au catholicisme, ont dévoilé le vrai visage de leur politique diplomatique. Lorsque Léovigild proposa la somme colossale de 30 000 solides d'or, une somme équivalente à plusieurs années de recettes fiscales, en contrepartie de leur inaction, le gouverneur impérial ne tarda pas à accepter, trahissant ainsi son pacte avec le rebelle. Pour Herménégilde, ce fut une dure leçon sur les vérités de la politique mondiale. Les empires ne connaissent pas d'amis, uniquement des intérêts. Herménégilde, acculé à Cordoue et abandonné par ses alliés, se retrouva avec une armée de taille décroissante. Il trouva refuge dans une église, espérant que la sacralité du lieu pourrait lui apporter la sécurité que les armes avaient perdué leur capacité à fournir. Ici, son frère cadet Récared, dépêché par Léovigild, essaya une ultime réconciliation. Le jeune prince, les yeux embués de larmes, implora son frère de renoncer à la bataille et de regagner le foyer familial, en lui promettant le pardon de leur père. Cependant, Herménégilde n'a pas pu accepter en raison de l'orgueil, de la peur ou de sa conviction religieuse. En fin de compte, les forces royales lancèrent une attaque sur Cordoue. Herménégilde a été détenu et présenté à son père, non en tant que prince, mais en qualité de prisonnier. Léovigild, alliant la douceur d'un père à la rigueur d'un roi, ne le fit pas mourir sur le champ, comme l'imposait la loi pour les insoumis, mais l'envoya en exil à Valence. Là-bas, il fut privé de ses attributs royaux tout en étant traité avec la dignité due à son rang royal. Pendant ce temps, son épouse Ingonde et son petit-fils Athanagild avaient trouvé asile chez les Byzantins, qui les ont transférés à Constantinople en tant que précieux atouts diplomatiques. Malheureusement, Ingonde a perdu la vie durant le voyage, et le jeune Athanagild s'est volatilisé dans les brumes de l'histoire, probablement élevé en tant qu'otage d'honneur à la cour impériale. La mort d'Herménégilde en 545 suscite encore aujourd'hui des débats parmi les historiens en raison des circonstances qui l'entourent. Le prince, peut-être déplacé à Tarragone par peur de nouvelles insurrections, a été tué par un officier du nom de Cisberto. Des sources catholiques ultérieures prétendraient qu'il est mort en martyr, refusant de prendre la communion de l'évêque arien pendant la Pâque. De leur côté, les sources ariennes évoqueraient une tentative d'évasion avortée. Comme souvent dans l'histoire, la vérité est sans doute un mélange de deux versions.
Il est incontestable que le décès d'Herménégilde n'a pas apaisé le différend religieux dans le royaume, au contraire, il l'a exacerbé. Les catholiques l'ont considéré comme un martyr, alors que les ariens ont justifié la sévérité envers ceux qui mettaient en péril l'unité de l'État pour des raisons religieuses. Léovigild, ce père endeuillé et roi ayant réprimé une insurrection, était confronté à la dure vérité que sa triomphe militaire n'avait pas réglé le véritable enjeu qui déchirait son royaume. La division religieuse entre ariens et catholiques, un défi qui allait peser sur les dernières années de son règne. Que se produit-il lorsque la diplomatie est remplacée par la force militaire? En 585, suite au décès du roi suève Miro, survenu peu après sa défaite à Séville, le royaume de Galaétia entra dans une crise de succession. Cela offrit à Léovigild la chance qu'il convoitait depuis longtemps. Le roi suève âgé avait cédé le trône à son fils Éborico. Cependant, ce dernier n'a régné qu'une seule année avant d'être déposé par un usurpateur nommé Andeka. Ce dernier a épousé Sisegoutia, la veuve de Miro, afin de justifier sa prise de pouvoir au sommet du royaume. Léovigild ne pouvait pas négliger l'invitation que représentait cette instabilité politique dans le royaume voisin. L'accord de vassalité conclu avec Miro en 576 n'avait plus de validité suite à son décès. Et Andeka, le nouveau roi, hésitait à reconnaître la domination wisigothique. Plus audacieux encore, Andeka avait noué des relations diplomatiques avec les adversaires de Léovigild, notamment les Francs, dans l'espoir de constituer une alliance contre les Wisigoths qui mettaient en péril l'équilibre soigneusement élaboré par le roi de Tolède. L'une des campagnes les plus éclatantes de la carrière militaire de Léovigild fut celle de 585 contre le royaume suève. S'appuyant sur des décennies de conflits et la prééminence structurelle de ses forces armées, le roi wisigoth déclencha une offensive multidirectionnelle qui contribua à éviter une résistance prolongée. Alors qu'une frange de ses troupes progressait le long du trajet conventionnel vers Bracara Augusta, Braga, le bastion suève, d'autres unités empruntèrent des voies moins fréquentées, isolant les principales fortifications et entravant la réunion des défenseurs. Bien que vaillante, la résistance se révéla insuffisante contre la force militaire wisigothique. En l'espace de quelques mois, Léovigild parvint à conquérir les villes majeures de Galaétia, Porto, Bracara Augusta et Lugo. Le roi Andeka, délaissé par une noblesse qui privilégiait la négociation de sa soumission plutôt que de courir le risque d'être détruite, a fini par se rendre. Contrairement aux attentes de nombreux observateurs, Léovigild a choisi de traiter le roi déchu avec une certaine magnanimité. Au lieu de le faire exécuter, il l'a dépouillé de ses attributs royaux, l'a rasé comme un moine et l'a envoyé dans un monastère où il finirait sa vie dans l'oubli monastique. L'annexion du royaume suève a constitué la réalisation d'un but que Léovigild avait pour objectif depuis le commencement de son règne: l'unification intégrale du nord-ouest de la péninsule sous le contrôle des Wisigoths. C'est la première fois depuis la désintégration de l'Empire romain que toute la péninsule ibérique, sauf pour une étroite bande côtière sous contrôle byzantin, était sous un même régime gouvernemental. Cette prouesse, qui aurait paru irréalisable il y a quelques décennies, démontrait non seulement l'habileté militaire de Léovigild, mais également sa faculté à transformer un royaume dispersé en un pays consolidé et influent. Une fois le royaume suève intégré à ses territoires, Léovigild a pu finalement concentrer son attention sur le dernier frein à l'unification totale de l'Hispanie, la province byzantine de Spagna. Cette enclave impériale, qui s'étendait le long de la côte méditerranéenne de Carthagène à la périphérie de Cadix, constituait non seulement une source d'irritation pour le royaume wisigoth, mais aussi un témoignage permanent que l'unification de la péninsule était encore inachevée. La tactique de Léovigild pour chasser les Byzantins de la péninsule avait été élaborée au fil de nombreuses années d'observation et de préparation.
Le roi wisigoth avait décelé les points faibles essentiels de la présence impériale. L'éloignement de Constantinople compliquait et alourdissait le renforcement. Les troupes locales s'appuyaient principalement sur des soldats autochtones dont la fidélité était incertaine. Et les échanges entre les diverses citadelles byzantines étaient exposés aux offensives terrestres. L'ultime campagne contre la Spagna byzantine débuta en 586, l'année finale du règne de Léovigild. Pour cette occasion, le roi n'a pas opté pour une progression graduelle, comme lors de ses précédentes campagnes. Au lieu de cela, il initia une offensive de grande envergure et orchestrée contre les bastions impériaux majeurs, aspirant à engendrer un écroulement rapide de la résistance byzantine. La frappe conjointe sur Carthagène, Malaga et d'autres bastions côtiers a entravé la capacité des défenseurs à se focaliser et à organiser leur résistance. Les résultats ont été époustouflants. En l'espace de quelques mois, la majorité des positions byzantines furent conquises par les Wisigoths. Carthagène, la perle de la province impériale et résidence du gouverneur byzantin, tint tête plus longtemps grâce à ses impressionnantes fortifications et à sa localisation sur une presqu'île aisément défendable. Néanmoins, même cette forteresse finit par tomber sous le coup de la ténacité wisigothique et des méthodes de siège perfectionnées au fil de plusieurs décennies de campagne. La prise de la province de Spagna représentait le sommet de la carrière militaire de Léovigild et l'aboutissement de son ambitieux plan d'unification. Pour la première fois depuis le déclin de l'Empire romain, l'ensemble de la péninsule ibérique était placé sous une seule autorité gouvernementale. Cette prouesse remarquable, accomplie au cours d'une décennie de conflits sans fin, faisait de Léovigild un des grands unificateurs de l'histoire européenne, à l'instar de Clovis en Gaule ou de Théodoric en Italie. Comment diriger un royaume où se mêlent les traditions gothiques et les usages romains ? Bien que moins impressionnante que ses victoires militaires, l'une des réussites les plus pérennes de Léovigild fut l'instauration du Codex Revisus vers 580. Cette refonte totale du droit wisigoth poserait les fondements juridiques du royaume unifié. Léovigild faisait face à un défi législatif de grande envergure. Le royaume wisigoth possédait un régime juridique dual, où Goths et hispano-romains étaient soumis à des lois distinctes. Les premiers selon leurs coutumes germaniques ancestrales et le code de Ric, tandis que les seconds l'étaient via une version épurée du droit romain, dénommée Lex Romana Visigothorum. Cette bifurcation juridique et fonctionnelle, qui était pertinente à une époque où les Wisigoths constituaient une minorité gouvernante dans un espace principalement romain, est devenue source de complications dans le cadre de l'effort d'unification territoriale et d'intégration culturelle encouragé par Léovigild. Le Codex Revisus incarnait un audacieux compromis entre la tradition germanique et le patrimoine romain. Léovigild et ses juristes abolirent la différenciation légale entre les Goths et les hispano-romains, établissant pour la première fois un ensemble de lois uniformes destinées à tous les résidents du royaume, quel que soit leur groupe ethnique. Cette révolution juridique était avant-gardiste pour son époque et devançait de plusieurs siècles les évolutions comparables dans d'autres monarchies européennes. Les innovations particulières du nouveau code reflétaient des priorités politiques de Léovigild. D'un côté, il consolidait significativement les pouvoirs royaux, affirmant explicitement la prééminence de l'autorité monarchique sur les juridictions locales et nobiliaires. Par ailleurs, il mettait en place des mesures qui encourageaient l'intégration sociale entre les Goths et les hispano-romains, notamment en ce qui concerne le mariage interethnique, jusqu'à présent défendu ou fortement déconseillé. L'influence du Codex Revisus a largement dépassé l'époque de Léovigild. Ce corpus de droit constituerait le fondement du célèbre Liber Judiciorum, décrété sous Recesvint au 7e siècle, qui à son tour aurait un impact significatif sur l'évolution du droit dans les royaumes médiévaux chrétiens de la péninsule. Ainsi,
la réforme législative de Léovigilde peut être perçue comme l'un de ses apports les plus pérennes à la structuration de l'identité juridique hispanique. Au printemps de 586, lorsque Léovigilde décéda à Tolède, il avait laissé un royaume entièrement métamorphosé. Celui qui avait reçu un domaine divisé et disputé a transmis à son fils Récarède une terre consolidée, influente et vénérée, s'étendant des Pyrénées jusqu'aux colonnes d'Hercule. Les statistiques sont éloquentes. En l'espace de 18 ans de règne, Léovigilde a plus que multiplié par 2 la superficie sous contrôle wisigoth réel. Les campagnes du nord comprenaient la Cantabrie, la Sabaria ainsi que les régions montagneuses qui constituaient autrefois une barrière entre les territoires wisigoths et le royaume suève. L'unification de l'ensemble du sud de la péninsule a été réalisée grâce à la conquête d'Orospéda. L'incorporation du royaume suève a supprimé le dernier concurrent pour la domination de la péninsule. En fin de compte, l'élimination des Byzantins a achevé l'unification territoriale de l'Hispanie. Cependant, le legs de Léovigilde allait au-delà des simples conquêtes territoriales. Le passage de la monarchie wisigothique d'un système électif basé sur la chefferie tribale à une royauté héréditaire et sacrée a établi les fondements institutionnels d'un État solide et pérenne. L'établissement de Recopolis, symbole de centralisation administrative, avait supplanté l'anarchie nobiliaire au profit d'un gouvernement efficace et coordonné. La réforme législative avait amalgamé Goths et Hispano-Romains en une seule entité unifiée sous une législation partagée. Du point de vue militaire, Léovigilde a établi la première armée réellement professionnelle de l'Europe après la chute de Rome. Ce dispositif de combat, grâce à l'alliance de la cavalerie allemande lourde et des méthodes de siège héritées des Romains, se transformait en un exemple à suivre pour d'autres royaumes européens et demeurerait l'élément fondamental du pouvoir wisigoth jusqu'à l'invasion arabe de 711. Sur le plan économique, l'unification avait permis la création d'un vaste marché intérieur qui stimulait le commerce et l'artisanat. Les réformes monétaires avaient instauré un système fiscal performant qui servirait de soutien aux aspirations de ceux qui lui ont succédé. L'unification des diverses régions dans un système économique cohérent a établi les fondations de la prospérité que le royaume wisigoth connaîtrait sous Récarède et ses successeurs. Toutefois, le règne de Léovigilde n'était pas sans zone d'ombre. Le conflit civil contre Herménégilde avait mis en lumière les fortes tensions religieuses qui déchiraient le royaume entre les partisans de l'arianisme et du catholicisme. Malgré les succès militaires de Léovigilde, il n'avait pas mis fin aux conflits religieux qui ne cesseraient de troubler le royaume, jusqu'à la conversion formelle au catholicisme sous Récarède. Ce serait le point douloureux dans l'héritage du grand unificateur, avoir établi l'unité politique et territoriale sans parvenir à réaliser l'unité religieuse. Il est ardu de surestimer l'impact de Léovigilde sur l'histoire de la péninsule ibérique. Pour la première fois depuis Rome, son projet d'unification territoriale a donné naissance à l'idée d'une Hispanie gouvernée sous une seule autorité, un concept qui perdurerait après la fin du royaume wisigoth et réapparaîtrait dans les tentatives de reconquête des royaumes chrétiens au Moyen-Âge. Son métamorphose de la monarchie wisigothique a eu une profonde influence sur les visions ultérieures de la royauté dans la péninsule. Les aspects qu'il mit en place, la vénération de la royauté, l'administration centralisée, le protocole raffiné, seraient présents des siècles après dans les monarchies de Castille, Léon et Aragon. Même l'idée contemporaine de l'Espagne en tant qu'entité politique unifiée peut remonter ses racines conceptuelles au royaume unifié établi par Léovigilde. Sur le plan culturel, son approche d'intégration entre les Goths et les Hispano-Romains constitue le fondement de ce qui évoluera vers l'identité hispano-wisigothique, une combinaison singulière de traditions germaniques et d'héritage romain qui marquera la péninsule pour les 2 siècles à venir.
Cette fusion culturelle, encouragée par une législation unifiée et stimulée par les unions mixtes, a engendré une nouvelle identité collective qui surpassait les précédentes séparations ethniques. Militairement, les innovations tactiques et organisationnelles instaurées pendant son règne ont eu un impact significatif sur l'art de la guerre à travers toute l'Europe occidentale. Ses méthodes de siège, son mélange de tactiques diplomatiques et militaires, ainsi que son emploi stratégique des fortifications, ont été analysés et imités par d'autres souverains européens. La force militaire qu'il a mise en place servirait d'exemple pour les forces armées des royaumes chrétiens au Moyen Âge. Il est peut-être plus crucial encore que Léovigilde a prouvé qu'il était faisable de rétablir l'unité politique dans l'Europe après la chute de Rome. À une période où le continent paraissait voué à la division constante, sa réussite dans l'unification de l'Espagne a démontré que les successeurs des royaumes barbares étaient capables d'établir des États durables et stables. Ainsi, son règne a marqué la transition entre le désordre de la chute de l'Empire et la stabilité assez relative des monarchies médiévales. Lorsque nous observons l'Espagne contemporaine, les marques de l'œuvre de Léovigilde sont encore visibles. Le concept d'une péninsule unie, l'idée d'un État centralisé, la fusion de diverses traditions, tous ces éléments qui caractérisent l'identité espagnole trouvent leur origine dans le royaume wisigoth uni, établi par ce roi guerrier du VIe siècle. En avril 586, Léovigilde a tiré son dernier élan dans le palais royal de Tolède, au milieu de sa cour et de son fils vivant, Recared. Le grand unificateur s'en allait, toutefois son héritage perdurerait après lui. Selon la coutume, alors qu'il était sur son lit de mort, il aurait recommandé à son successeur de se tourner vers le catholicisme afin d'unifier durablement le royaume, admettant que sa plus grande triomphe militaire n'a pas suffi à combler la division religieuse qui déchirait ses sujets. L'individu qui a vu le jour dans un univers dévasté par les désastres climatiques et les pandémies du VIe siècle a transmis à ses descendants un empire consolidé et florissant. La conversion d'une multitude de territoires contestés en une nation unifiée et forte a constitué l'un des plus grands triomphes de l'histoire médiévale européenne. En moins de 20 ans, il avait réalisé ce que beaucoup estimaient hors de portée, rétablir l'unité politique de l'Hispanie. Son règne a marqué la conclusion de l'ère d'anarchie qui avait succédé à la chute de l'Empire romain et le commencement d'une nouvelle période de stabilité pour la péninsule ibérique. Le royaume que Recared héritait, solidement unifié et doté d'institutions robustes, subsisterait pendant plus de 100 ans, ne cédant que face à l'invasion arabe de 711. Et même dans ce contexte, le concept d'une Espagne unifiée qu'il avait concrétisé demeurerait gravé dans la mémoire collective, inspirant les initiatives de reconquête qui marqueraient l'histoire de la péninsule au cours des 8 siècles suivants. Of position is Comté. The elevated position and is our individuals is also issues our individuals are in. Persons, the inability may. Is shall will reliance cases cannots and as assertions allegations the assertions has and litigation has numerous does is litig. Our allegations is individuals causes has issues. Individuals persons, them as a reasons and nar claims, which litigation, wield despite has introdu numerous, which persons in and opinions, various irrational numerous, the vihi. Many unjust the numerous reliance claims evidence the claims that they have made, that they were not used to be true. The truth of these claims can be denied by them all, while they still remember when we sailed. Again, but again, it was never enough. Stop it now. In English, sa conception d'une région unifiée sous une autorité centrale, habitée par une population unie sous des lois partagées, a anticipé de plusieurs siècles les évolutions qui façonneraient l'Europe contemporaine. Ainsi, l'épée de Léovigilde n'a pas seulement créé un royaume, elle a également créé une idée, une identité, une nation.
Alors que les contes d'Arthur et d'Excalibur continuent de séduire le grand public, l'histoire authentique de Léovigilde et de son épée, cette même épée qui a véritablement consolidé un royaume, défié des empires, forgé une nation, aspire toujours à trouver sa place appropriée dans la mémoire collective du continent européen. Si Arthur est le roi mythique, Léovigilde représente le roi historique, celui qui, avec détermination et clairvoyance, façonna l'Hispanie et établit les bases de ce qui se transformerait en Espagne. Son nom devrait résonner à travers les âges comme celui du véritable unificateur de la péninsule ibérique, l'épée qui a façonné l'Hispanie.